Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22h sur Télé Djibouti. Le journal, voici les titres. Et le chef de l'État qui se trouve à Paris pour donc participer aux cérémonies commémoratives marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim préside la cérémonie de lancement de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Et au Mozambique, donc le plus grand pont suspendu d'Afrique ouvert à la circulation. Nous sommes le dimanche 11 novembre 2018. Les cérémonies commémoratives marquant la fin de la Première Guerre mondiale 1914 à 1918 et la signature de l'armistice le 11 novembre 1918 ont démarré ce dimanche à Paris où le chef de l'État y prend part. Le président Guelleh fait donc partie de quelques 70 chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale française. Le numéro 1 djiboutien a été reçu à l'Elysée, prépare hier soir au dîner offert par le président Emmanuel Macron à ses hôtes et a assisté ce matin au dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe. Le président français a saisi ce rassemblement hors norme et sous haute sécurité pour mettre en avant le multilatéralisme dans les relations internationales. Tous les dirigeants réunis à Paris ont participé donc ce matin à une grande cérémonie sous l'Arc de Triomphe en haut de la célèbre avenue des Champs-Élysées sous lequel gît le soldat inconnu et brûle perpétuellement sa flamme du souvenir, rappelant l'ampleur d'un conflit aux 18 millions de morts. Pour ce centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, les dignitaires se sont regroupés au pied de l'Arc de Triomphe sous un abri installé pour l'occasion. Le célèbre donc violoncelliste américain Yo-Yo a interprété la sarabande pour violoncelle de Jean-Sébastien. La chanteuse Angélique Kidjo a chanté en hommage aux troupes ramenées des colonies et placées en première ligne. Et enfin, Emmanuel Macron a prononcé un discours puis ravivé la flamme de ce multilatéralisme pour combattre ainsi toutes les idéologies fascistes. Un sens pour aujourd'hui. Le président français a parlé à cette fameuse assemblée du passé pour aussi et surtout, il en a profité pour délivrer son message politique en faveur du multilatéralisme dans la gouvernance internationale. Retour à Djibouti, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim préside la cérémonie de lancement de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce dimanche la cérémonie de lancement de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques qui s'est déroulée au Djibouti Palace Kempinski. Cet événement international a réuni aujourd'hui et va se poursuivre demain à Djibouti pour plus d'une dizaine donc de maires des capitales et villes islamiques, ce qui constitue une première pour notre pays. L'Organisation des capitales et des villes islamiques est une organisation internationale non gouvernementale, non lucrative, fondée en 1980 et émanant de l'organisation de la conférence islamique ayant son siège dans la sainte capitale Makka al-Mukarram. L'organisation accepte comme membres les capitales des pays islamiques et les villes du monde entier. Apolitique, elle concentre ses activités dans le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les capitales et villes islamiques. La préservation de leur identité et de leur patrimoine, la promotion et l'élargissement de la coopération entre les capitales et villes islamiques. Enfin, cette organisation œuvre aussi pour l'amélioration et le développement des services municipaux et dans le renforcement des capacités des capitales et villes islamiques. Et Madame la maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awalé, a également, donc, dans son discours, souhaité la bienvenue à ses hôtes et a remercié le comité permanent de l'organisation des capitales et villes islamiques à travers son secrétaire général, Omar Abdallah Qadi, pour le choix de la ville de Djibouti qui abritait donc cette conférence de haut niveau. Écoutons un extrait de son intervention. C'est un honneur pour nous tous, Djiboutiens et Djiboutiennes, de vous accueillir ici dans notre cher pays pour les travaux de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Cette rencontre de haut niveau, organisée pour la première fois dans notre ville, illustre parfaitement l'attachement particulier de Djibouti à perpétuer sa tradition des terres d'échange et de rencontres et surtout sa détermination pertinente
à maintenir la paix pour tous et à nouer des relations stratégiques, économiques et commerciales avec d'autres pays, notamment les capitales et villes islamiques. Ces assises traduisent parfaitement la politique publique gouvernementale avant-gardiste de notre président, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a su faire de la République de Djibouti la seule région stable dans la Corne d'Afrique. Sur le plan de l'émancipation et l'intégration de la femme aujourd'hui, et plus que jamais, je voudrais souligner l'émergence de la femme dans les hautes sphères de l'État et particulièrement la femme djiboutienne. Pour cela, je ne manquerai d'adresser mes sincères remerciements à la première dame du Djibouti, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïti. Et prenons la parole à son tour, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a dans son discours souhaité la bienvenue et un agréable séjour à ses hôtes en République de Djibouti. Il a mis en exergue l'importance qu'accorde le gouvernement djiboutien à la tenue de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques à Djibouti. Nous l'écoutons. Je souhaite à nos hôtes la bienvenue et un excellent séjour à Djibouti. Par ma présence, je tenais à dire l'importance que le gouvernement djiboutien attache au fait que ce conseil d'administration de l'OCVI ait lieu à Djibouti. En effet, cette organisation non gouvernementale qui rassemble les capitales des pays membres de la conférence islamique et qui se refuse d'interférer dans les affaires des États a pour seul objectif le développement durable des établissements humains. De ce fait, elle donne l'image d'un islam tolérant, humain et charitable, très loin donc de l'image de l'islam prôné par des extrémistes et très loin aussi de l'amalgame que d'autres extrémistes veulent faire entre l'islam et le terrorisme. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, je souhaite que vous puissiez, par vos décisions, maintenir cet objectif d'une activité islamique sans implication politique pour le bien et l'intérêt des hommes et des femmes. Madame le maire de Djibouti, je m'associe à la fierté qui est la vôtre de faire aujourd'hui de Djibouti le lieu de rendez-vous des membres du conseil d'administration de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Et après la cérémonie officielle, les travaux du 32e session du conseil d'administration de l'Organisation des villes et capitales islamiques a été officiellement ouverte, ont été donc ouverts à l'hôtel Kepensky, présidé par la maire de Djibouti, Fatouma Al-Osman, en présence notamment du secrétaire général de l'organisation et les délégations officielles représentées du 25 États arabes et islamiques. La maire de Djibouti-Ville a mis en lumière la position stratégique de la ville de Djibouti et l'embellie de sa croissance économique. Il a également invité donc les maires sur la nécessité de mieux réfléchir durant ces 2 jours sur les meilleures pratiques de la gestion des villes et du développement du capital humain des institutions dont ils ont la responsabilité. Rappelons que le choix de la République de Djibouti d'accueillir cet événement témoigne du succès des efforts déployés par les autorités de Djibouti, donc notamment la mairie de Djibouti, pour renforcer la présence de notre pays dans les instances régionales et internationales et pour mettre en valeur ses capacités à organiser de tels événements. Présidence de ce 32e conseil administratif et qui n'ont pas manqué d'être à nos côtés aujourd'hui, je voudrais adresser toute ma satisfaction. J'espère franchement qu'à l'issue des travaux de cette 32e session du conseil administratif, chacun et chacune des distingués maires et du secrétariat général de l'Organisation des capitales et villes islamiques formuleront les recommandations intéressantes pour le développement de notre agenda dans l'organisation.
Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Meraki, a procédé à l'inauguration de l'extension du centre de santé d'Ali Adé grâce au financement de la Banque mondiale. Cette cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence des représentants de plusieurs organismes internationaux tels que le HCR, l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA ainsi que de nombreux autres partenaires stratégiques du département de la santé. La transformation de l'ancien poste de santé en un centre de santé communautaire de niveau 2 s'est fait en augmentant le paquet minimum d'activités avec la mise en service d'un plateau technique performant à l'image de la radioscopie et du laboratoire, mais aussi avec la création d'une maternité. En marge de cet événement, le ministre de la Santé a également procédé au lancement de la campagne nationale contre la rougeole pour les régions qui s'est tenue donc hier matin à l'IAD. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des représentants de plusieurs organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le HCR, l'OMS, etc. ainsi que de nombreux cadres du département de la santé. Cette campagne, on le rappelle, nationale de vaccination de masse contre la rougeole dans les régions vise ainsi à immuniser tous les enfants djiboutiens pour contrer la propagation du virus suite aux récentes déclarations des cas de la rougeole observés au niveau dans les zones frontalières. Compte tenu des flux réguliers des réfugiés en provenance des pays limitrophes et de sa mixité avec la population locale, la localité d'Ali Adé a été choisie pour le lancement de cette campagne de vaccination pour signifier de l'importance de l'approche universelle de la couverture sanitaire. Tout au long de cette campagne, des équipes de vaccinateurs et d'agents de santé sillonneront les régions de l'intérieur en se déplaçant localité par localité en vue de vacciner tous les enfants de 6 mois à 5 ans ciblés par cette campagne de grande envergure. En collaboration avec ses différents partenaires au développement, le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions nécessaires garantissant le plein succès à cette campagne de vaccination contre la rougeole dans les régions. Engagés auprès du département de la santé, les représentants de l'UNICEF, de l'ONU-SIDA, de la Banque mondiale et de l'OMS se sont déclarés parfaitement disposés à fournir un appui technique et financier nécessaire pour la réussite de cette initiative efficiente, de cette campagne d'immunisation contre la rougeole dans les régions. Écoutons les propos des différents représentants des organismes et partenaires internationaux présents à cette cérémonie. Les bâtiments sont bien faits, c'est bien réhabilité, les équipements sont de pointe, les femmes enceintes peuvent être diagnostiquées ici, suivies, les analyses chimiques et de laboratoire peuvent être faites ici, les radios peuvent être faites ici, etc., etc. Pour nous, pour le HCR, je voulais dire, voir un centre de santé équipé, réhabilité, pour le bien-être des populations vivant ici, c'est une fierté, c'est une très grande fierté pour le HCR. Nous sommes très heureux de savoir que les deux populations vont utiliser ce centre sans aucune discrimination. Et le ministre de la Santé, le Dr Jamal Meraki, a quant à lui indiqué que cette campagne préventive de vaccination de masse contre la rougeole permettra de construire une barrière imperméable contre le risque de résurgence de la rougeole dans notre pays. Le ministre a par ailleurs sollicité l'implication active de toutes les forces vives en demandant expressément les parents de faire vacciner leurs enfants au niveau des postes fixes les plus proches de leur zone de résidence. Écoutons le ministre de la Santé. Je voudrais remercier au nom de la République de Djibouti et à mon nom personnel, celui du ministre de la Santé, et au nom de toute la population d'Ali Adé, la Banque mondiale, pour le fait qu'elle a financé la réhabilitation et l'équipement du nouveau un centre de santé communautaire de Ali Adé. Avant, s'il était un poste de santé, aujourd'hui, il est monté au grade de centre santé communautaire. Vous avez bien vu, au niveau de ce centre, que ce soit la maternité, que ce soit l'urgence, que ce soit la radio, que ce soit le laboratoire, toutes ont eu des équipements flambant neufs et des équipements de pointe. Et personnel qualifié. Nous avons triplé le nombre de personnes et nous avons presque triplé les équipements aussi au sein du centre de santé communautaire de Ali Adé. Donc, comme vous le voyez, ma visite aussi aujourd'hui à Ali Adé, moi ainsi que les partenaires du ministère de la Santé, a un double objectif. Celui d'inaugurer ce centre de santé communautaire, réhabilité, équipé par la Banque mondiale, et celui de lancer aussi
la campagne de la rougeole au niveau de Al-Adé. À Ardo, petit village situé près de Landa, l'artisanat se conjugue au féminin. La conception d'objets artisanaux reste quasiment un rituel de la vie de tous les jours. C'est à la fois une passion et un passe-temps favori qui fait vivre toute une communauté de plus de 150 familles. Il s'agit aussi d'une maîtrise d'un savoir-faire. À Ardo, Bonkwali, on ne manque pas également d'imagination. Et si les touristes se font rares, on va à leur rencontre. On va à leur rencontre. C'est pour cela que les femmes d'Ardo Bonkwali ont ouvert hier un nouveau siège à Tadjoura. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, s'est déplacée hier à Tadjoura pour l'inauguration de ce nouveau siège et pour encourager ces femmes qui se prennent en charge. La cérémonie qui a réuni toute la communauté d'Ardo Bonkwali ainsi que les responsables de la région. Ce siège servira donc à la fois un lieu de rencontre, de travail et un point de vente. Certaines jeunes filles bénéficieront également d'une formation pour le tissage, et d'autres objets artisanaux afin de perpétuer ce savoir-faire. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed, a encouragé ces femmes à aller de l'avant. L'écoute. L'association d'Ardo, comme vous l'avez tous dit, est une des associations qui travaillait l'artisanat et qui arrivait à vivre de cet artisanat grâce au tourisme de cette localité. Aujourd'hui, vu le tourisme est devenu plus restreint dans cette localité, les femmes ont pris l'initiative de dire nous travaillons, nous produisons, nous préservons, parce que l'artisanat c'est une manière de préserver le patrimoine aussi. Nous préservons notre patrimoine, mais tous ces efforts, il ne faut pas qu'ils deviennent vains et restent dans un petit village. Elles ont pris l'initiative de louer un local pour continuer à préserver ce patrimoine, pour continuer à y vivre, et puis surtout que les efforts fournis par toutes les femmes ne soient pas quelque chose de caché et de gâché, je veux dire. Donc je dis bravo, bravo, bravo à ces femmes. Sachez une chose, que toute femme qui a cette détermination et cette volonté de pouvoir avancer et de s'en sortir et d'améliorer ses conditions de vie et de sortir de la précarité, le gouvernement de Djibouti fera tout ce qui est dans son pouvoir pour l'aider à ce que cet effort soit toujours en avant et pas en arrière, et surtout pas stagné. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Rami, s'est rendu hier à Adgueno, en région de Bok, à la tête d'une délégation composée de responsables de son département, mais aussi de ceux de l'agriculture, de l'éducation nationale et des affaires sociales. Adgueno concentre de nombreuses familles nomades. Ces familles se sont fortement mobilisées pour accueillir le ministre de la décentralisation. Les populations de ces villages de l'extrême nord-ouest du pays connaissent le ministre de la décentralisation du temps où il travaillait au ministère de l'Agriculture. Il a dirigé donc d'importants chantiers hydrauliques. L'accueil a été enthousiaste et chaleureux, et sous l'arbre à palabre, les discussions avec les chefs coutumiers, ont été directes et sans langue de bois. Le préfet de Bok et le président du conseil régional ont chaleureusement remercié le ministre d'avoir fait ce déplacement pour s'enquérir des conditions de vie de la population malgré le mauvais état de la piste. Dans leurs besoins priorité, les représentants de la population, hommes et femmes, ont insisté sur trois choses: l'eau, l'éducation et la santé. Chaque année, le climat change. Nous voulons, ont-ils dit, que nos enfants puissent être éduqués pour qu'ils puissent participer au développement de leur région. Ils ont par la suite félicité le ministre de la décentralisation. Celui-ci connaît bien le secteur et avait gagné la sympathie des habitants d'Adgueno à l'époque, pas si lointaine où il était sur le terrain pour réaliser des ouvrages hydrauliques. En prenant la parole, le ministre de la décentralisation est allé tout de suite à l'essentiel. Ce que je viens d'entendre, a-t-il dit, confirme qu'ici à Adgueno, vous ne demandez que trois choses: l'eau, l'éducation pour vos enfants et l'accès aux soins pour tous. Dans le cadre de la lutte contre la soif, le ministère de l'Agriculture, dont des responsables sont à nos côtés, a-t-il dit, a réalisé ici 2 grandes retenues d'excavation et de citernes enterrées. Et je crois, a-t-il dit, que ces ouvrages répondent à vos attentes et seront augmentés à l'avenir.
Le ministre a indiqué que sur ces rudes terres djiboutiennes reculées vit une importante population que ni les sécheresses récurrentes, ni l'absence d'infrastructures de base n'a fait fuir. Mieux encore, Adgueno se caractérise par une importante natalité, selon le ministre. Éleveurs de caprins et de camélidés, ces Obokwa sont des hommes et des femmes qui résistent et qui se battent, faisant face à un climat extrême et un isolement qui n'a que trop duré. Suivons à présent la réaction du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail. Il faut préciser qu'Adgueno se situe au pied du Mont Moussa-Ali et donc c'est une localité qui est difficile d'accès. Donc aujourd'hui, pour arriver ici, moi et les préfets nous sommes passés par Tadjoura, par Margoïta. Et je précise également que le ministre, donc en venant ici, il n'est pas dans un terrain inconnu, puisqu'il a beaucoup travaillé donc, au profit de la communauté avant qu'il ne devienne ministre. Donc c'est une chose qui était importante pour nous. Et donc, en venant ici, la communauté quand même nous a donc, expliqué la situation. Ils ont mis l'accent sur les difficultés qu'elle rencontrait. C'est une communauté qui se retrouve dans ce secteur-là, donc autour des ouvrages de rétention qui ont été construits par le programme donc Prodermo et Progress, je crois. C'est une très bonne chose. Dans le ministre de la décentralisation qui a bien voulu venir ici avec nous, voir des visites, et aussi donc apporter beaucoup d'engagement donc à son niveau. Inch'Allah, on espère des meilleurs et ce ne sera pas aussi la dernière fois qu'on sera à Adgueno. Merci. Et enfin, à l'Assemblée nationale, la commission des lois a tenu ce matin une réunion pour se pencher sur plusieurs projets de loi, dont ceux concernant la formation des fonctionnaires de l'administration publique afin de renforcer la bonne gouvernance. La réunion était présidée par Madame la députée Kaltoum Falah, le gouvernement étant représenté par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Eddel Samlié. Était également présent le secrétaire général du ministère du Travail, Abdellah Adi, ainsi que plusieurs autres parlementaires. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Je vous disais en titre, Mozambique, le plus grand pont a été suspendu. Donc suspendu d'Afrique, a été ouvert officiellement à la circulation. Et pour nous en dire plus, Wardo Soussène est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Asma. Donc comme vous le dites, le plus grand pont suspendu d'Afrique et les liaisons routières du Mozambique qui permettent de traverser la baie de Maputo ont été ouverts à la circulation, s'inscrivant dans le cadre du projet de réalisation du pont de Maputo et des liaisons routières mises en œuvre par la China Road and Bridge Corporation. Grâce à des fonds et des normes chinois, le pont suspendu de 3 km est doté de 2 tours et s'étend sur 680 mètres au-dessus de la baie de Maputo. Selon l'ambassadeur chinois, le projet est un signe fort du processus de développement du Mozambique et qu'il a le potentiel de promouvoir le développement social et économique en créant un axe de transport routier entre le nord et le sud du pays. Et 4 jours après l'élection présidentielle à Madagascar, l'ancien président reste en tête. Et oui, Asma, donc avec 597 bureaux de vote traités sur les 24 852 que compte le pays, soit 30%, l'ancien président André Rajoelina reste toujours en tête avec 40% des suffrages, suivi par Marc Ravalomanana, 35,99%. Le président sortant, donc, a quant à lui remonte lentement la pente avec 7% contre 5,75 hier. Le code électoral malgache impose aux candidats du second tour, si aucun d'entre eux n'a plus de 50% des suffrages au premier tour. Madagascar, l'île, la plus grande île pauvre de l'océan Indien, est régulièrement déstabilisée par des crises politiques et post-électorales depuis son indépendance de la France en 1960. Jeudi, donc, Eri Rajoelina, qui a dirigé le pays de 2014 à 2018, a dénoncé aussi de nombreuses irrégularités de vote. Des accusations ont été démenties par la commission électorale. Les observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine ont insisté vendredi pour que les réclamations se fassent uniquement par la voie légale.
Et enfin, s'agissant de ces incendies en Californie, le bilan continue de s'alourdir à 23 morts. Qu'en est-il? 23 morts, Asma, une trentaine de disparus et détruit de milliers de maisons en Californie, sans grand espoir de maîtriser prochainement les divers sinistres. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de la capitale de cet état de l'ouest des États-Unis, Sacramento. Des sauveteurs ont découvert hier 14 cadavres. Depuis jeudi, plus de 6700 bâtiments de Paradis, en majorité des maisons d'habitation, ont été consumés par l'incendie baptisé Camp Fire. L'incendie a pour le moment consumé plus de 40 000 hectares et n'est maîtrisé qu'à 20%. Merci à vous pour ces précisions. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Merci à la régie. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.